Chers auditeurs, bonjour. Vincent au micro de ERFM. Vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, cette toute première émission prendra la forme d'un hommage, l'hommage de Égalité et Réconciliation à un homme parti trop tôt, Emmanuel Ratier, décédé à l'âge de 57 ans ce 19 août dernier des suites d'un arrêt cardiaque alors qu'il visitait une grotte en Ardèche avec sa famille. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ou peu Emmanuel Ratier, sachez que c'était un journaliste, peut-être le dernier journaliste de France, écrivain. Il se distinguait par la rigueur de ses analyses, la précision et la richesse des informations qu'il délivrait au fil de ses publications hebdomadaires, dans sa lettre confidentielle, Faits et documents. J'ai aujourd'hui autour de moi, pour cette première émission, 5 personnes qui ont bien connu Emmanuel Ratier, qui ont travaillé avec lui et qui pourront nous donner un éclairage différent sur l'homme que finalement on connaît assez peu. Alors Vincent, bonjour. Bonjour. Tu es le responsable de la librairie Facta, Oui. un fidèle d'Emmanuel Ratier depuis plus de 25 ans. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Tu es le responsable Île-de-France de l'association Égalité et Réconciliation. Donc c'est toi qui as réalisé la première interview d'Emmanuel Ratier, diffusée sur le site d'Égalité et Réconciliation en 2011. Tu as également mis régulièrement les militants de la section Île-de-France au service d'Emmanuel Ratier. Oui, c'est ça, oui. Merci d'être ici aujourd'hui. François-Xavier, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es militant d'Égalité et Réconciliation. Tu as travaillé avec Emmanuel Ratier, tu lui as rendu différents services, et notamment dans le cadre des archives du Vexin, le projet auquel tenait beaucoup Emmanuel Ratier, dont tu pourras nous parler tout à l'heure. Julien, bonjour. Bonjour. Alors, tu es le gérant de la maison d'édition Contre-Culture. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Tu vas nous parler plus spécifiquement du partenariat entre la librairie Facta et Contre-Culture, ainsi que de sa continuité. Avec plaisir. Alors, chers auditeurs, sachez qu'Alain Soral devait être parmi nous aujourd'hui. Il n'a finalement pas pu venir, donc il vous salue bien, vous, premiers auditeurs de RFM. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pourrez lui poser toutes vos questions ce dimanche 6 septembre au cours de l'émission Soral répond, diffusée en direct et gratuitement sur l'espace adhérent du site d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu vas être tout au long de ces émissions qu'on va diffuser au fil des semaines mon assistant, mon co-animateur. On va essayer. D'accord. Il faut savoir que tu as été assistant d'Emmanuel Ratier durant 3 ans à Faits et Documents. Oui, ces 3 dernières années. Tu es également membre de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. En parallèle. Et je te laisse la parole pour nous parler un petit peu d'Emmanuel Ratier. Voilà, Emmanuel Ratier n'est plus. C'était un grand journaliste d'investigation, un grand journaliste indépendant. Il était passé par l'Institut d'études politiques de Paris, le centre de formation des journalistes, donc la plus grande école de journalisme de France, ce qui aurait pu lui donner accès à des postes de direction dans les grands médias. Mais voilà, Emmanuel Ratier était resté fidèle à ses idéaux de jeunesse, à ses idéaux de militant nationaliste. D'accord. Il restera célèbre pour ses travaux de portraits détaillés, à travers notamment les 2 tomes de l'Encyclopédie politique française, à travers un portrait détaillé notamment de Jacques Chirac ou de Gobert, qui était à l'époque Patrick Gobert, qui était à l'époque conseiller de Charles Pasqua, et plus récemment à travers le vrai visage de Manuel Valls, qu'il avait fait connaître via Internet à un plus large public. Il aurait été également pionnier en France sur des questions comme l'avion du Pentagone, un sujet sur lequel il avait largement travaillé et qu'il avait laissé à Thierry Meyssan, parce que à l'époque, Emmanuel Ratier avait travaillé sur le sujet, il avait laissé à Thierry Meyssan en se disant, écoutez, Meyssan est bien en cours, il aura accès au plateau de télévision. Si c'est Emmanuel Ratier, ancien journaliste de Minutes, étiqueté extrême droite, qui le sort, la thèse, le travail ne sera pas diffusé. Et donc du coup, c'est Thierry Meyssan qui avait porté le livre dans les médias et qui avait porté la thèse alternative, la première thèse alternative sur les événements du 11 septembre. Je pense que je voulais raconter cette anecdote parce que c'est une anecdote qui résume vraiment bien Emmanuel Ratier, c'est-à-dire qu'il était prêt à laisser un scoop à un autre s'il pensait que l'idée allait mieux passer, et c'était pas quelqu'un qui tirait la couverture à lui. Voilà. D'accord, alors je voudrais laisser la parole maintenant à Vincent, qui s'occupe de la librairie Facta. Vincent, donc toi tu as bien connu Emmanuel Ratier depuis 25 ans, c'est ça ? Voilà, près de 25 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as connu d'abord ? Alors en fait, j'ai connu Emmanuel alors que j'étais étudiant, parce qu'Emmanuel avait compris quelque chose, c'est que si l'information ne venait pas à vous,
fallait aller chercher l'information. Donc en fait, moi je l'ai rencontré parce qu'il cherchait des gens pour l'aider, donc à photocopier des livres, à aller dans les bibliothèques, voilà, à chercher de la documentation, parce que lui n'avait pas le temps d'aller partout. Déjà, il fallait être abonné à beaucoup de choses, mais il n'y a pas que les journaux, voilà, il y a d'autres infos ailleurs. Et donc, je l'ai rencontré comme ça, parce que moi, j'avais accès donc, à des bibliothèques étudiantes assez intéressantes. Donc, on communiquait comme ça. Il me faisait des petites notes en me disant j'ai besoin de telle chose, ou de creuser, de chercher, si on ne pouvait pas trouver des infos. Et donc voilà, j'ai commencé donc en 1992. D'accord, et vous faisiez partie d'un groupe particulier? Ah, pas du tout, non, non. D'accord. J'étais juste étudiant. D'accord, ok. Et ensuite, donc, tu as poursuivi ce travail avec lui? Ben oui, donc on a commencé à travailler sur certains sujets qui ont débouché sur certains de ses livres. D'accord. Voilà. Et donc, au bout de dizaine d'années, Emmanuel a eu le projet de créer une librairie. Donc, quand le projet a abouti, il s'est tourné vers moi pour l'animer. D'accord, et d'ailleurs les auditeurs doivent se poser la question, cette librairie actuellement, maintenant que Emmanuel Ratier est décédé, qu'est-ce qui va devenir Ah non, la librairie étant entre guillemets pas indépendante, la librairie continuera, il n'y a aucun problème, elle rouvre début septembre. Début septembre, d'accord. Très bien. Et tu me racontais tout à l'heure, oui Xavier? Oui, Vincent, j'aimerais bien que tu reviennes justement sur cet aspect d'Emmanuel Ratier, qui était un journaliste un peu casse-cou, avec une dimension d'infiltration. Il avait infiltré l'Anti-Defamation League du Mnébrit, donc Voilà. qui est la LICRA à échelle mondiale, si on veut. Et justement, je crois savoir qu'il t'avait mandaté pour ce genre de mission, et qu'il y a des missions qui a débouché, je crois notamment sur le livre Les guerriers d'Israël, enquête sur les sionistes en 1995. Donc c'est la première pierre, quelque part, de votre collaboration. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette expérience? Oui, parce que le but, voilà, c'était comme, bon, il y a des journaux, il y a des revues qui sortent, mais il y a évidemment d'autres informations qui ne sont accessibles que si vous êtes adhérent, militant. Donc le but, c'était d'approcher au plus près les personnes qui nous intéressaient. Donc évidemment, comme Emmanuel lui-même ne pouvait pas adhérer, aller à des réunions, voilà, il aurait pu être rapidement identifié. Donc je me suis chargé à une époque, voilà, d'adhérer, d'aller à des réunions, Du Bétard, entre autres. sous Oui, une parce fausse que identité. oui, voilà, le but c'était en étant à l'intérieur, d'avoir accès à des documents, des choses qui ne sortent pas autrement, quoi. D'où ce carnet de photos remarquable à l'intérieur justement du livre Les guerriers d'Israël, où on voit des miliciens du Bétard défiler en 1938 à Berlin. Voilà, ce qui est quelque chose qui est une information qui bouleverse énormément de croyances et de présupposés largement répandus dans la population. Oui, parce que maintenant, on va dire, il y a prescription, donc on peut raconter l'anecdote. C'est que, étant donc membre du Bétard, j'ai demandé, en tant qu'étudiant, à avoir accès à des archives, donc à l'Institut Jabotinsky, à Tel Aviv. Et donc, vu que j'avais une recommandation, voilà, donc ils ont accepté de nous montrer des photos et des documents. Donc tu avais une fausse identité. Ah oui, voilà. Donc, bah oui, puisque, une couverture, comme on dit. Voilà. Et donc, grâce à ça, on a eu accès à des photos qu'on a publiées après dans... Mais c'est sûr que sinon, c'était très difficilement accessible. Puisqu'en plus, elles n'étaient pas en France, elles étaient... Mais voilà, donc il a fallu ruser pour avoir accès à certaines infos. Et le Bétard, justement, après ça, a subi un gros coup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la Ligue de défense juive qui est d'importation américaine, alors que le Bétard était l'organisation historique et qui a beaucoup moins aujourd'hui de prise en France, justement, suite à ces révélations. Donc c'est en ça que le travail que tu as fait avec Emmanuel, et que Emmanuel a eu le courage aussi après d'éditer, parce que c'est une succession d'actes de courage, hein, c'est une succession d'actes de courage véritables. C'est une vraie enquête journalistique, c'est-à-dire que c'est à la fois des informations ouvertes et des informations, on va dire, plus confidentielles, mais qui existent. Donc après, c'est un travail de journaliste, quoi. Il faut aller les chercher. Alors, je dis pas par tous les moyens, mais par des moyens, des fois,
plus discret, quoi. Mais le but, c'était de dévoiler les dessous de ce mouvement qui, d'un côté, avait un discours et qui cachait un peu un passé, pas un peu différent. Moi, justement, j'ai une question par rapport à toutes ces archives que vous avez réussi à accumuler au fil des années. Qu'est-ce qui va devenir de ce trésor de guerre ? Là, je pense qu'il faut passer la parole à Jean-Marie ? À François-Xavier. François-Xavier. François-Xavier, Oui. Alors, raconte-nous un peu. Donc, toi, tu as travaillé aux archives ? Effectivement, en fait, j'ai rencontré M. Ratier il y a 1 an à peu près, par l'intermédiaire de Jean-Marie. M. Ratier avait demandé à ER une équipe de camarades pour l'aider dans du tri de sa doc. La doc qui est effectivement gigantesque et c'est difficile à décrire tellement c'est énorme. Et donc, ayant un peu de retard dans son tri, il a demandé et sollicité l'aide de quelques camarades. Donc, j'ai fait partie de cette première équipe. Et puis, alors dans un premier temps, c'était vraiment du tri sur des coupures de journaux. Il n'y avait rien de particulièrement secret ou quoi que ce soit. Et puis, voyant qu'il pouvait nous faire confiance, il nous a proposé de travailler plus avant sur un projet qui lui tenait à cœur, qu'il avait en tête mais qu'il n'avait pas encore réalisé, et qui était donc les archives du Vexin. Et en fait, son projet consistait à regrouper toute sa documentation dans un lieu pas secret mais discret et accessible uniquement aux camarades ou aux gens de la dissidence pour aller vite, qui auraient besoin justement pour des travaux de recherche ou autres, de journalistes ou d'écrivains, d'avoir accès à ce type d'informations. Et donc voyant qu'il pouvait avoir confiance en nous, il nous a proposé de travailler avec lui sur ce projet. Évidemment, Jean-Marie, Julien et tout Égalité et Réconciliation s'en sont trouvés très honorés, moi y compris, évidemment. Et donc, on a commencé à travailler sur ce projet. Donc, ça a consisté d'abord à mettre toute sa doc en caisse, enfin toute sa doc, une partie, puisqu'il en reste énormément, toute sa doc en caisse, la transporter de Paris ou d'un autre site. Il avait beaucoup de documentation aussi du côté de Rouen, dans une maison de famille, et de transporter toute cette documentation en caisse jusqu'au centre d'archives hautement secret, comme on avait l'habitude de dire pour s'amuser. Et donc, on a fait de nombreux voyages avec des camarades, des allers-retours en réalité, tout simplement de la manutention. Et puis au mois de juillet, on a participé à la mise sur étagère, comme dans une bibliothèque en réalité, de toute cette documentation, enfin de ce que nous avions transporté. Mais il en reste des quantités phénoménales. Alors le projet, je ne sais pas où il en est précisément. C'est toujours en place, évidemment, puisque les bâtiments sont achetés. Il avait monté une association à cet effet. Et donc le bâtiment est acheté, les étagères sont en place, la documentation a été mise en place qui avait été transportée a été mise en place sur étagère, mais il en reste des quantités incroyables à Rouen, à Paris, etc. D'accord. Alors toi, peut-être que Xavier, tu as d'autres informations sur l'avenir de ces archives ? Il y a des continuateurs, notamment ses associés. Je crois, c'est un secret pour personne. Donc maître Éric Delcroix, Anne Brassier, Francis Bergeron et les militants d'égalité et réconciliation seront bien sûr toujours à la disposition pour aller trier, transporter les archives dans le Vexin. Voilà. D'accord. Alors maintenant, je voudrais passer la parole peut-être à Jean-Marie, afin qu'il nous parle plus spécifiquement de ses relations avec Emmanuel Ratier et des relations entre la section Île-de-France d'égalité et réconciliation et Emmanuel Ratier. C'était une collaboration fructueuse qui a permis peut-être d'enrichir... surtout nous enrichir, nous, parce que c'était quand même quelqu'un d'exceptionnel. En fait, moi, j'ai découvert Emmanuel peu avant que j'adhère à Égalité et Réconciliation. En fait, je m'intéressais au livre d'Henri Coston, qui était un journaliste assez hors norme lui aussi. Donc j'avais terminé Les 200 familles au pouvoir. Il y avait le dictionnaire aussi de la politique française.
là où finance et la révolution, l'Europe et des banquiers, tout ça. Et puis, un jour, je rencontre je discute de lui avec un pote à moi, d'origine zaïroise, et qui me dit, lui aussi passionné d'information et surtout de réinformation, il me dit, mais en fait, il y a quelqu'un qui a pris la relève de Coston qui s'appelle Emmanuel Ratier, c'est un journaliste hors norme, un journaliste d'investigation passionnant. Il me dit, tu devrais lire ses bouquins. Alors du coup, moi, j'étais totalement intéressé par le personnage et j'ai commencé à m'intéresser à ses livres. Et puis peu de temps après, en adhérant à ER et puis en intégrant un peu, en m'investissant dans l'association, j'ai découvert aussi qu'il était en contact avec les responsables d'égalité et réconciliation et qu'il était plutôt en soutien de notre mouvement. Donc, d'une pierre deux coups, je me suis dit, il faut absolument que je le rencontre. Et puis, j'étais le rencontrer à sa librairie, à Facta. Et puis là, du personnage tellement, dès le premier contact, très attachant, d'une simplicité, d'une ouverture exceptionnelle. Enfin, c'est quelqu'un de cette envergure, très disponible. Donc, j'ai pas mal discuté avec lui, connaissant son travail, puis sachant qu'il avait repris les travaux de Coston. Du coup, j'ai eu à cœur ensuite de le faire connaître dans le réseau d'ER, quoi, et parce qu'il n'était pas très connu à l'époque. Donc, rapidement, ayant noué un bon contact avec lui, je lui ai proposé de faire un entretien, c'était en 2011, pour le faire connaître, qui a été diffusé sur le site d'ER. Et puis, du coup, grâce à cet entretien, il a commencé à être très connu dans le milieu. Et puis, les relations avec le mouvement se sont nouées et se sont renforcées rapidement. Et puis ensuite, on était très régulièrement en contact. C'était aussi un militant, au sens... il soutenait vraiment notre travail et surtout la ligne éditoriale d'ER. Et donc, aussi bien pour des choses pratiques, il était toujours disponible pour nous trouver des solutions, pour des salles ou mise en contact avec des personnes intéressantes. Et donc, il y avait une réciprocité. Et moi, j'avais à cœur aussi de l'aider dans ce qu'il faisait. Donc, rapidement, la confiance s'est installée. Et puis, dès qu'il a eu besoin de gens pour lui donner concrètement un coup de main dans son archivage, dans un premier temps, c'était son archivage sur Paris. Eh bien, j'ai monté une petite équipe de camarades. Et puis, régulièrement, ils allaient lui donner un coup de main sur Paris à son archivage. Et voilà, quoi. Voilà la relation que j'avais avec lui. Un personnage exceptionnel. J'en dirai peut-être plus tard, mais voilà tout ce que je peux dire. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Là, je me tourne vers Julien. Bonjour. Alors, Julien, donc, tu vas pouvoir nous parler des relations entre Contre-Culture, la maison d'édition, et la librairie Facta. Donc, déjà, où en sont ces relations actuellement ? Alors, c'est des relations qui sont très très prolongées, puisqu'on a travaillé avec Emmanuel, mais on a aussi travaillé avec Vincent qui est là. Donc on a travaillé avec la librairie, avec Fait et Documents, et ces relations vont bien sûr continuer. C'est des relations qui sont vraiment très très privilégiées, comme je vous expliquerai. On a toujours eu beaucoup de projets avec Emmanuel Ratier. D'ailleurs, je tiens à dire que c'était quand même une force de la nature, parce que sa capacité de travail, la capacité à multiplier les projets de façon tout à fait construite et suivie, avec un échéancier que personnellement j'ai beaucoup de mal à comprendre comment il arrivait à le tenir, à le suivre, sachant que moi je suis dépositaire de certains projets que Contre-Culture a entretenus avec Emmanuel Ratier, et notamment donc Alain Soral avait beaucoup de projets avec Emmanuel Ratier. Moi, je connais ces projets qui sont déjà très très nombreux. J'imagine le nombre de projets qu'il pouvait avoir avec d'autres personnes, d'autres nationalistes. Donc, nous, à notre niveau, c'est vrai qu'on a fait un gros travail avec Emmanuel, parce que Emmanuel était notre principal libraire. C'était notre premier libraire, c'est lui qui vendait le plus de livres parmi toutes les librairies qui nous distribuent. Je parle de Contre-Culture, de tous les livres qui sont édités par Contre-Culture. Donc ça, déjà, c'était formidable, parce que la collaboration qu'on a avec Vincent, elle est permanente. Il passe des commandes très régulièrement, il vend beaucoup d'ouvrages. Et Emmanuel Ratier a fait un autre travail très important pour nous en tant que maison d'édition, c'est qu'il a fait un très gros travail de conseil éditorial pour Contre-Culture. Je vais vous donner quelques exemples de rééditions qui sont de l'instigation même d'Emmanuel. Je pense notamment au Travail et l'usure
de Ezra Pound. Il faut savoir qu'Emmanuel était vraiment un très très fin connaisseur d'Ezra Pound. Il avait beaucoup d'admiration pour son travail. Et donc, on a commencé à travailler avec lui sur ce livre, qu'il a préfacé d'ailleurs. Et on a très rapidement enchaîné avec un autre ouvrage qu'il a aussi préfacé, un ouvrage qu'il voulait voir absolument réédité, qui s'appelle donc Les Juifs et le Concile Vatican II, qui est vraiment un ouvrage passionnant, qu'il a donc préfacé. Il a aussi travaillé sur la réédition des Modérés d'Abel Bonnard, qui était devenu introuvable. C'est lui qui nous a poussé à le rééditer. Et puis, je pense aussi à un ouvrage comme La franc-maçonnerie et la Révolution française de Maurice Talmer, qui est aussi directement de son inspiration. C'est lui qui nous a poussé à travailler sur cette réédition. Donc, vraiment beaucoup de projets avec lui, au niveau éditorial, au niveau évidemment commercial. Nous, on a aussi fait un gros travail pour diffuser ses ouvrages et essayer de distribuer l'intégralité de ses ouvrages, si possible, en allant évidemment des numéros de faits et documents, mais aussi évidemment tous les livres qu'il a pu sortir. On parlera certainement d'Au cœur du pouvoir. On parlera certainement aussi, je pense, du vrai visage de Manuel Valls, sur lequel il y a eu vraiment une collaboration parfaite, avec un travail fabuleux de nos monteurs vidéo qui ont fait une bande-annonce qui était, je veux dire, c'était une première dans le monde de l'édition d'une manière générale, c'est-à-dire une telle mise en avant pour un livre en utilisant le format vidéo. Et là-dessus, on peut que remercier nos camarades du multimédia qui ont vraiment une collaboration parfaite avec Emmanuel. Et puis, il y a eu tous les entretiens, je pense notamment à l'entretien qu'a initié Jean-Marie, mais qui a donné lieu à beaucoup d'autres entretiens, des camarades qui ont fait des entretiens d'actualité avec lui, et puis des entretiens aussi on va dire, tout à fait éditoriaux, c'est-à-dire par rapport à la présentation de ses ouvrages, des livres qu'il avait l'occasion de sortir auprès des éditions Facta. Il y a aussi d'autres projets qui sont plus, on va dire, je ne vais pas dire anecdotiques, mais qui sont différents. Je pourrais peut-être en parler un petit peu après, par la suite, quoi. D'accord. Alors moi j'ai une question à poser à Vincent, peut-être que les auditeurs se la posent avec moi. C'est compte tenu de l'importance d'Emmanuel Ratier dans le mouvement, dans la mouvance, si je puis dire, est-ce qu'on peut avoir des doutes concernant les circonstances de sa mort? Ah non, aucune. Non, c'était au cours d'une visite d'une grotte donc dans les gorges de l'Ardèche. Hélas, il s'est effondré, entouré de sa femme, de ses enfants et d'amis. Donc il n'y aura aucun doute sur la nature, quoi. Il a fait une crise cardiaque. Voilà, c'est triste, mais c'est la réalité. D'accord, ok, donc pas de complot pour ce coup-là. Sa santé était fragile et le travail qu'il arrivait à abattre malgré cet état de santé était quelque chose d'absolument surprenant. C'était un tourbillon. Voilà, donc, il avait 150 projets à la minute. Donc toi, Xavier, qui a travaillé avec lui au quotidien, est-ce que tu peux nous parler justement un peu, c'était quoi une journée avec Emmanuel Ratier? Emmanuel Ratier, c'était, on arrivait au bureau, il était déjà là depuis 2 heures, on repartait, on savait qu'il allait encore rester 2 heures, il avait eu le temps de lire toute la presse, des revues spécialisées, d'autres lettres confidentielles, des tas de choses. Il avait déchargé un camion, il avait mis la moitié dans sa cave, l'autre moitié dans son bureau, il avait mangé avec quelqu'un, il avait bu un café avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'était un tourbillon, quoi. C'était un stakhanoviste, comme on aurait dit en URSS. D'accord, Vincent? Oui, parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Emmanuel est à la fois donc, journaliste, donc il rédigeait, faisait documents tous les 15 jours. Il était donc aussi écrivain, donc en parallèle, il commençait à rédiger donc le livre sur Manuel Valls ou le livre sur Au cœur du pouvoir, sur le Club Le Siècle. Il était aussi éditeur, donc il a aussi édité d'autres livres. Donc il y avait aussi ce travail-là. Donc je dis, c'était vraiment un bourreau de travail. C'est-à-dire qu'il pouvait être à son bureau à 6h du matin, envoyer des messages, dès 6h30, il pouvait y être encore à minuit et demi. C'était vraiment... et puis voilà, je dis, il lisait 3 livres par jour. Moi je vois pour la librairie, c'est une idée qu'il avait déjà 20 ans avant. Donc il achetait déjà des livres avant d'avoir sa librairie. Donc Emmanuel était un passionné.
il était curieux de tout. Et voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'était un travailleur. Donc, et plus ses archives, puisque il fallait tout le temps découper, classer, trier, parce que ça demandait un travail de chaque instant. D'accord. Alors, tout à l'heure, François-Xavier nous a parlé de l'avenir des archives en soi. Mais moi, la question que je me pose, c'est concernant l'enrichissement quotidien de ces archives, qui est un boulot énorme, vous le dites. Qui va s'en occuper ? Alors, une équipe est en train de se mettre en place pour continuer le travail d'archivage au quotidien et est en train d'étudier la possibilité de relancer Faits et Documents. Alors, c'est un projet qui va être compliqué, qui va être une aventure certainement passionnante. Cette confirmation devrait avoir lieu lors d'une cérémonie, d'un hommage public qui doit avoir lieu à Paris le 19 septembre, dans l'après-midi, donc pour que les gens puissent commencer à s'organiser. Le lieu vous sera communiqué plus tard sur le site d'Égalité et Réconciliation, entre autres. D'accord. Alors, chers auditeurs, on va profiter de ce que vient de nous dire Xavier pour faire une pause musicale. Donc, on se retrouve après un extrait de l'album Bande originale de l'artiste contre-culture musique La Mota. Le single s'appelle Aérolite. On se retrouve juste après.
Alors, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de ERFM, l'heure la plus sombre. Alors, pour cet hommage à Emmanuel Ratier, Xavier, Oui, on dit d'Emmanuel Ratier que c'est un journaliste d'extrême droite. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans les médias. bah, c'est ce qui a été écrit lors de son décès en tout cas. Hein. C'était le journaliste d'extrême droite Emmanuel Ratier est décédé. Il me semble qu'il t'avait reçu, non? Alors oui, effectivement, ouais, il m'a reçu pour parler d'Hugo Chavez, hein, connu pour être d'extrême droite, n'est-ce pas? Voilà. Donc, grand dictateur moi, fasciste. je retiens l'hommage qu'a fait d'Emmanuel Ratier Francis Cousin. La vidéo est sur le site d'Égalité et Réconciliation. Il dit de lui que c'est l'homme des grandes ouvertures. Et quand Emmanuel Ratier m'a reçu, moi, c'est effectivement ça l'impression que m'a donné cet homme. C'est-à-dire qu'il était très intéressé par ce qui se passait en Amérique du Sud, par les mouvements d'émancipation sud-américains. Et avec une grande ouverture d'esprit, il m'a interrogé sur Hugo Chavez. J'ai pu en parler totalement librement. Et effectivement, si c'est ça un homme d'extrême droite, on est tous d'extrême droite à ce moment-là. Oui, Jean-Marie? C'était avant tout un amoureux de la vérité, et visiblement certaines vérités sont considérées comme d'extrême droite. Donc, Et c'est tout. tout son travail de biographie détaillée est intégralement justifiable par la pensée de Bourdieu. C'est-à-dire que quand vous lisez une biographie détaillée d'Emmanuel Ratier, c'est le travail que Bourdieu prétend faire. C'est-à-dire que vous avez l'habitus, le capital culturel, le capital social, le capital économique, et de qui la personne a hérité. Alors c'est un travail de gauche, et donc il s'attaquait, son adversaire, pour reprendre la formule de notre président, son adversaire c'était la finance, et cette finance qui, paraît-il, n'a ni nom ni visage, si vous lisez les encyclopédies d'Emmanuel Ratier, vous découvrirez qu'elle a un nom et puis qu'elle a un visage. Et puis vous découvrirez même le parcours, comment ça marche et comment ça fonctionne en réseau. D'ailleurs, Voilà. il me semble bien que c'est lui qui a qui a découvert qui a du moins parlé du siècle en premier. Alors ça, c'est aussi une autre question. C'est-à-dire qu'il mettait aussi la gauche par rapport à ses contradictions. C'est-à-dire quand vous êtes dans des milieux gauchistes, on vous dit on va aller faire la révolution, on va aller prendre les patrons, machin, et ainsi de suite. Ratier, il dit, voyez, ça c'est mon bouquin, Au cœur du pouvoir, vous avez la liste des gens qui dirigent la France, qui se réunissent tous les 3e mercredis du mois dans un club qui s'appelle le club Le Siècle. Et vous savez où les trouver, vous avez la liste, et ainsi de suite. Les gars de... Comment s'appelle-t-il Pierre Carle. Pierre Carle, ouais. Ils sont allés 3 fois et puis on les a plus revus, quoi. Donc il avait cette dimension-là. Donc, il faisait le travail que la gauche prétend faire et en même temps il mettait la gauche face à ses contradictions. Voilà. D'ailleurs, oui. Et Vincent. surtout, j'y avec beaucoup d'avance. C'est que Au cœur du pouvoir, la première parution, c'est 1996. Et là, les manifestations, là, Date à de la l'époque Concorde, Internet. oui, ça a 2011. voilà, quelques années. Donc Ratier en avait déjà parlé très 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 longtemps en avant. Et d'ailleurs, il me semble bien que la librairie Facta était justement les livres qui constituent le capital, la librairie Facta démontrent sa grande ouverture d'esprit. Est-ce que tu peux un peu nous parler, Vincent, de comment vous avez créé ensemble cette librairie? Voilà, comme je le disais, c'est qu'en fait, Emmanuel avait l'idée depuis des années d'ouvrir une librairie, lui qui est un grand lecteur, mais il avait d'abord l'idée d'ouvrir une librairie d'occasion. Parce que c'était des ouvrages de seconde main, voilà, mais son idée surtout, c'était d'avoir plein de sujets différents. C'est-à-dire qu'Emmanuel ne s'intéressait pas qu'à la politique ou qu'à l'histoire, c'est-à-dire au voyage, même à la jeunesse, l'art, voilà, il était... Mais bon, donc à la base, c'était une librairie d'occasion, mais très vite, on s'est aperçu que les livres de nos idées ou de maisons d'édition amies n'étant pas diffusés ou très très mal diffusés et que les gens nous les demandaient, on a commencé à faire un peu du livre neuf, mais d'éditeurs amis et sachant qu'Emmanuel avait une audience à la fois par la revue Faits et Documents, mais aussi par son émission toutes les 4 semaines sur Radio Courtoisie, il avait la possibilité d'inviter un auteur qui pouvait parler de son livre et qui pouvait après venir le dédicacer à la librairie. Et c'est comme ça que il y a eu très vite un lien avec Alain Soral. La librairie donc a été créée en novembre ou octobre ou novembre 2005 et donc Alain Soral est venu dédicacer très vite. À l'époque, ça devait être Chute, si je me souviens bien. Donc, il est venu dédicacer en juin 2006 son livre à la librairie. Et donc, à partir de là est née une amitié, quoi. Et on a toujours après soutenu les parutions
d'Alain chez son éditeur, et donc on a régulièrement fait des dédicaces, et après donc il y a eu la création donc, de Contre-Culture, et donc c'est naturellement que nous avons continué donc à diffuser les livres édités par Contre-Culture. Et votre librairie a été l'objet d'attaque, me semble-t-il, d'Antifa ? Oui, bon, évidemment, à un moment donné, on a dû déranger, donc voilà, on a subi deux fois des attaques. Donc la première fois, ça a été de la peinture. Donc voilà, la nuit, ils sont venus casser la vitre, et par le trou, ils ont envoyé de la peinture qui avait vraiment tout saccagé la librairie. Et quelques mois plus tard, on a eu les vitres, de nouveau les vitres cassées, quoi. Donc ce qui est drôle, c'est que c'est les mêmes qui parlent d'autodafé et voilà, et qui de censure et de nuit de cristal, et qui s'en prennent aux livres. Et voilà, et qui s'en prennent aux livres. D'accord, alors moi je voudrais parler avec Jean-Marie encore une fois des relations d'égalité-réconciliation avec... il me semble que Emmanuel Ratier était venu pour un week-end des cadres, si mes souvenirs sont bons. Oui, effectivement, il avait à cœur de transmettre. C'était quelqu'un de simple et qui avait un lien très facile avec les gens, même les simples militants. Il n'y avait pas de barrière sociale avec lui. C'était ça qui était vraiment remarquable. Et oui, il avait effectivement été venu participer à un séminaire des cadres en 2013 d'égalité et réconciliation, où il était venu former des responsables de toute la France d'égalité et réconciliation. Et on avait par exemple passé un week-end génial avec lui. Puisque humainement, c'est en plus quelqu'un qui était d'une érudition incroyable et d'une gentillesse, et on avait vraiment plaisir à être à ses côtés, parce que c'était vraiment des minutes heureuses, on va dire. Oui, effectivement, alors moi aussi c'est le souvenir qui m'a laissé. Je me souviens qu'on avait discuté un peu de ce qu'on commençait à faire avec toute l'équipe de RTV. Les auditeurs de RFM doivent le savoir, de plus en plus de vidéos de terrain pour interroger les gens dans la rue, et ils nous avaient encouragés, je me souviens, je ne sais pas si tu étais là toi Xavier à ce moment-là, en me disant c'est bien, prenez une caméra, allez interroger les gens, c'est ça qu'il faut faire. Il encourageait toutes les initiatives qui lui paraissaient essentielles. Il est, comme l'a dit Jean-Marie, il n'avait pas de barrière sociale, c'est-à-dire qu'il pouvait être le matin avec un grand patron, le soir avec un ouvrier, et la discussion était toujours pour lui facile. Il avait toujours des références bibliographiques incroyables. Il sortait toujours un bouquin de derrière les fagots que personne n'avait lu, dont personne n'avait entendu parler. Et toi, François-Xavier, quand tu as commencé à transporter ses archives, son importante bibliothèque, tu as pu voir des ouvrages absolument de toutes sortes. C'est vrai qu'en dehors du travail qu'il accomplissait, qu'on connaît tous et qui a été souligné, et c'était quelqu'un de très ouvert, qui avait des goûts très éclectiques. On pouvait parler de rock avec lui, d'art, de concerts, de toutes sortes de choses différentes. Il avait effectivement une culture tellement vaste qu'il avait toujours quelque chose d'intéressant à dire, et on apprenait beaucoup avec lui. C'était quelqu'un d'effectivement très humain, très généreux, de plein d'empathie. Effectivement, il vous prenait tel que vous étiez. Il n'y avait pas de jugement, ni de considération sociale. Il n'y avait aucun jugement de sa part. C'était quelqu'un de vraiment de très généreux, on apprenait beaucoup avec lui, et humainement, intellectuellement, on progressait. Et c'était une joie de porter des cartons pour lui, de se lever le matin pour aller porter des cartons. On savait que on avait le sourire, et parce que c'était malgré tout très enrichissant. On savait qu'on allait apprendre des choses et progresser individuellement. Oui, pour preuve, Vincent Debré-Factor, il s'intéressait, il soufflait le verre. Donc c'est un truc un peu dingue. Quand on le connaissait, on ne peut pas s'imaginer ça, quoi. Il était souffleur de verre. Donc il faisait des vases, des sulfures, mais de grands talents. C'était pas, il avait vraiment du talent. Il était passionné d'apiculture. Donc outre ses activités, à côté, il avait aussi des passions qui pourraient paraître étonnantes, quoi. Il n'était pas... C'était un artiste, et voilà. Il a fait des choses très drôles en plus. Je disais, vous étiez un rocker, vous êtes un rocker en Ratier. Il a cherché de l'or. Il a fait de l'orpaillage, il faisait des choses incroyables. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Alors Julien, oui. Oui, moi je voudrais insister aussi sur un point qui est
en fait, le carrefour que représentait Emmanuel Ratier, qui était quand même une passerelle entre des personnalités de toute la résistance française et on va dire plus largement de la dissidence. Il était capable aussi de mettre en connexion des groupes de patriotes, certainement aussi capable de calmer les tensions qui pouvaient voir le jour, parce qu'il était connu de tous, respecté de tous, et qu'il était unanimement salué en fait. Par tous les groupes de patriotes et de nationalistes. Il avait un carnet d'adresses dont il vous faisait bénéficier, c'est-à-dire il mettait les gens en relation pour que des projets aboutissent et sans la moindre contrepartie, c'est-à-dire sans exiger un retour économique ou quoi que ce soit, juste pour que des projets qui lui paraissaient nécessaires voient le jour. Moi, je vais vous donner un exemple vécu, puisqu'il avait de nombreux projets, comme je l'ai dit, mais il avait certains projets avec Alain Soral. Et Alain Soral et Emmanuel avaient un projet qui leur tenait à cœur et qui, pour l'instant, n'est pas allé au bout, mais on espère qu'un jour, en hommage à Emmanuel, ce sera le cas. Il avait entamé une très grosse prospection immobilière sur Paris, notamment... j'avais servi un peu de courroie de transmission par rapport à ça, parce qu'il voulait, ainsi qu'Alain Soral, il tenait absolument à ce qu'il y ait un lieu qui soit si possible multiplex, c'est-à-dire un lieu assez important avec plusieurs activités possibles pour les nationalistes franciliens, et qui soit le plus central possible, c'est-à-dire même si nécessaire dans des quartiers qui pouvaient paraître hostiles à ces idées. Et ça, moi je l'ai vu s'activer, faire passer des coups de fil à tous ses amis qui pouvaient être de Radio Courtoisie, qui pouvaient être d'ailleurs, parce qu'ils avaient potentiellement des lieux à lui proposer, des baux commerciaux à céder. Et je l'ai vu faire des visites avec des architectes à nous, avec des architectes de ces courants, je pense à Europe Jeunesse Nation, et tout ça en bonne intelligence. Évidemment, c'est un projet sur du long terme, et malheureusement, il n'a pas pu l'accompagner et le finaliser, mais j'espère que ça verra le jour, parce que ça lui tenait vraiment à cœur. Oui, en fait, Emmanuel est un homme d'action. C'est qu'il s'était rendu compte, bon, on critiquait souvent nos adversaires, et lui avait fait le constat qu'on était aussi bon qu'eux, quoi. C'est-à-dire qu'on était capable. Souvent, on se mettait nous-mêmes des bâtons dans les roues, et lui était ravi d'avoir des jeunes qui font des films, qui font des émissions, voilà, je dis, on était capable. Et donc, lui a tout fait pour mettre en route des projets et que ça ne reste pas seulement dans le vague. Donc, lui, vraiment, est un homme d'action. Xavier ? Alors j'avais une question sur le fond de la librairie. Est-ce qu'il y a des gens, disons du système, pour employer un mot comme ça, qui fréquentaient la librairie un peu en se cachant ? Est-ce que tu en as vu ou Évidemment, mais on veut des noms. Non, non, ça c'est secret professionnel. Mais effectivement, même dans les médias, il y a des gens qui nous suivent et qui nous lisent. Je dis, et voilà. Donc soit il y en a qui venaient eux-mêmes, ou alors ils étaient plus malins, ils faisaient acheter les livres par des personnes, des tierces personnes, quoi. Mais effectivement, oui, il y a des gens célèbres qui fréquentent ou qui ont fréquenté la librairie. D'accord, alors moi j'ai une question à vous poser à tous maintenant. C'est la question de l'avenir. C'est-à-dire qu'à votre avis, quel est le meilleur hommage qu'on puisse faire à Emmanuel Ratier ? Peut-être, moi j'ai ma propre idée, hein, bien sûr. J'ai une citation d'Itché qui me vient en tête, qui disait peu importe où nous surprendra la mort, pourvu que d'autres mains se tendent pour empoigner nos armes et que d'autres voix s'élèvent pour entonner nos chants d'allégresse et de victoire. Donc moi je crois que là ce qu'on est en train de faire, cette première émission de RTV, c'est justement la prise des armes d'Emmanuel Ratier. Donc on est en train de poursuivre son combat. Et je voudrais vous donner la parole à chacun peut-être pour savoir ce que vous, à votre avis, comment vous voyez la poursuite de son combat à votre niveau. Xavier ? Il est évident qu'honorer la mémoire d'Emmanuel Ratier, c'est continuer son combat. C'est continuer son combat sur tous les fronts. On l'a rappelé, les trois gros pôles, c'est-à-dire l'archivage, sa lettre et la librairie, et puis la maison d'édition par extension.
et ce travail aussi de réseau qu'il effectuait, qui est, il faut le dire, plus compliqué à réaliser. En tout cas, continuer son œuvre. J'en ai déjà un peu parlé, une équipe est en train de se mettre en place pour continuer Faits et Documents. Nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de projets qu'il avait engagés. Les militants d'égalité et réconciliation se tiennent à disposition pour le centre d'archives dans le Vexin. Et toi, Vincent, il me semble que tu as la ferme intention de continuer ce travail de librairie alternative qui lui tenait tant à cœur. Oui, voilà, c'était sa volonté, et puis c'est la volonté donc de son épouse et de ses filles. Donc on fera tout pour continuer son œuvre. Son épouse et ses filles qu'on salue au passage. Sa famille. Ouais. Voilà, sa famille. Et leur courage et leur vaillance dans cette épreuve, parce qu'il en faut, et qu'elles sont présentes, qu'on est là pour continuer l'œuvre. Alors Julien, sans ce combattant qui était Emmanuel Ratier, comment va se passer la continuité des travaux que vous aviez commencé avec lui ? Je pense que Xavier a été assez précis par rapport à ce qu'il a dit. Effectivement, il faut bien découper les activités principales que menait Emmanuel, même si évidemment il avait beaucoup de chantiers en cours. Mais effectivement, la documentation et l'archivage, c'est un travail dans lequel nous, on va s'investir. Comme s'est investi beaucoup les équipes de François Xavier, et les équipes notamment de Jean-Marie, les équipes de Air Île-de-France. Et ça me paraît un travail important parce que l'association qu'il a créée, je crois les Archives du Vexin, c'est quelque chose qui doit être vraiment accompagné parce que c'est la base de travail qui va permettre de poursuivre notamment la lettre de Faits et Documents. Ça, c'est plus évidemment Xavier qui est concerné et certainement les plus proches collaborateurs d'Emmanuel. Et la librairie, effectivement, cette librairie est un lieu central, est un lieu essentiel, très visité. Nous, on va évidemment toujours continuer à en faire la plus grande publicité pour y faire venir le plus de jeunes possible. Et puis, on va travailler avec Xavier sur la diffusion des livres de Facta sur notre site internet Contre-Culture, et puis la diffusion de nos livres physiquement dans la librairie Facta, les livres édités par Contre-Culture. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur ces trois activités qu'a donc cité Xavier pour être le plus pragmatique possible et le plus efficace. Je ne dis pas qu'il faut faire autre, il n'y a pas d'autre chose à faire évidemment, mais je pense qu'il faut être vraiment concentré sur le entre guillemets le cœur de métier d'Emmanuel pour être le plus réaliste possible par rapport à la succession. Voilà. D'accord, parce que je me souviens qu'il me parlait notamment d'une encyclopédie des changements de prénoms, un deuxième tome, c'est ça Xavier ? Ça, du coup, ce travail-là... Non, en fait, il y a eu un troisième tome des changements de nom qui est sorti avant, donc il y a quelques mois. Non, par contre, ce qui est en prévision et qui va sortir d'ici quelques temps, c'est un dictionnaire des pseudonymes. Un nouveau dictionnaire des pseudonymes. D'accord, et celui-là va sortir ? Oui, voilà, parce que le livre était prêt. C'était une question de... On a d'abord sorti les changements de nom, et là, on sortira d'ici quelques mois les pseudonymes. Parce qu'Emmanuel avait sorti un livre dans les années 90, donc là, il y avait de quoi faire un livre avec des nouveaux pseudonymes. Parce que c'est ça, en fait, son travail, en plus, c'est toujours des nouvelles choses. C'est-à-dire, c'est pas des choses qui sont déjà parues avant. Là, c'est vraiment un nouveau livre de pseudonymes. Et puis il avait récupéré, me demandez pas comment, l'annuaire du Club des 100, qui est un espèce de club qui réunit des banquiers, des gens de la gastronomie, des hommes politiques, et ainsi de suite. Et il avait récupéré l'annuaire de ce Club des 100 qu'il avait commencé à publier dans Faits et Documents, avec des biographies détaillées un peu sur le mode... Au cœur du pouvoir, sur le mode du Club Le Siècle. Et donc ce projet doit aussi également prochainement aboutir. Voilà, et une édition
de la collection complète de faits et documents, des 400 numéros qu'aura écrit Emmanuel. C'est quand même une somme, hein, 400 numéros de 12 pages, avec des portraits qui sont toujours et encore d'actualité, des informations qui ne se sont pas démenties. Cette intégrale devrait voir le jour, et s'il sera évidemment un outil de travail pour quiconque s'intéresse à la vie politique en France, et de quel bord qu'il soit d'ailleurs. D'accord, très bien. En tout cas, on a pu voir sur le site d'Égalité et Réconciliation les nombreux messages de soutien et les messages de soutien notamment à la famille, en dessous des articles annonçant malheureusement son décès. Donc voilà, donc je crois qu'on est bien conscient qu'il faut reprendre son travail et son œuvre. Est-ce que parmi vous, peut-être François-Xavier, un mot, non, sur Emmanuel Ratier, présent. Emmanuel Ratier présent, d'accord. Bah écoutez, je crois que c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. Chers auditeurs de RFM, merci d'avoir suivi cette première émission. Donc pardonnez toutes nos petites erreurs et couacs qui sont dus à notre inexpérience. Et on se retrouve... Fausse modestie. On se retrouve dès la semaine prochaine avec notre invité Félix Niche, avec lequel nous décrypterons l'actualité. Nous parlerons également de son œuvre et de ses livres. Donc on se donne rendez-vous à la semaine prochaine et merci beaucoup. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir. Merci.